Bonjour à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour ce deuxième point de marché de l'année 2023. On ne va pas perdre de temps, on attaque directement les hostilités. Ce point de marché s'intitule Effondrement vraiment. Alors, on peut se poser quand même des questions, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, il y a encore quelques semaines, à l'automne 2022, on nous annonçait l'effondrement, le blackout en 2023 et notamment l'hiver 2023. Alors certes, l'hiver n'est pas encore terminé, on n'est qu'au milieu du mois de janvier, mais force est de constater, alors je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi, mais la vie c'est loin d'être arrêté, hein. Les voitures roulent, les lumières sont allumées. Il y a même encore dans mon village les décorations de Noël qui brillent de mille feux. Et donc, la vie ne s'est pas du tout arrêtée. Et quand on voit les marchés, c'est encore mieux, c'est business as usual, on prend les mêmes et on recommence comme si de rien ne s'était passé. Alors, on va aborder un petit peu tout cela et je vais vous expliquer, évidemment, toujours hein, avec une analyse, hein, il ne faut pas être extrême, il faut être pesé, il faut avoir une vision pesée, il ne faut pas aller dans un extrême ou dans un autre. C'est très rare que l'on soit dans un extrême et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, évidemment, les disclaimers, hein, faites attention, il ne faut pas investir n'importe comment. Il faut soit hein, investir, passer du temps à vous former, éventuellement prendre des formations si vraiment vous sentez que vous n'êtes pas au niveau, ou faire appel à un conseiller. Alors, on commence par l'actualité géopolitique, hein, comme d'habitude, économique, etc. Alors, l'actualité météorologique, la météo continue d'être très clémente et les stocks de gaz n'ont jamais été aussi élevés. Alors, on est vraiment loin du Mad Max hein, que l'on nous promettait. Enfin, on a un hiver qui est exceptionnellement doux. Alors, a priori, hein, de ce que j'ai compris, la semaine prochaine va être un peu plus froide, avec même un peu de neige. Mais enfin, voilà, on est très loin de la catastrophe. L'inflation aux États-Unis. Alors, après la baisse surprise de l'inflation en France, hein, la semaine d'avant, la semaine qui s'est écoulée, on a vu l'inflation américaine qui continue à refluer avec 6,5 par an hein, sur un an glissant. Et n'oubliez pas que les marchés anticipent une inflation qui retournerait à 2% d'ici la fin 2023. Et ça, évidemment, c'est très bon pour les marchés. L'actualité géopolitique, après une accalmie, les combats reprennent hein, aux alentours de la ville de Bakhmout hein, en Ukraine, mais là encore, on est très loin de l'embrasement généralisé. Ça reste, hein, le conflit semble s'enliser vraiment entre l'Ukraine et la Russie sans perspective d'embrasement. Alors, autre actualité géopolitique que je n'ai pas écrit, hein, mais qui est un petit peu en off, apparemment, Xi Jinping en Chine, c'est un peu fait rabrouer par le comité hein, exécutif du Parti communiste, hein, parce qu'il faut savoir que même si Xi Jinping est l'homme fort de Pékin, c'est pas lui qui décide tout seul, il y a quand même un comité autour de lui, il a des conseillers. Et a priori, ce comité-là suggère à Xi Jinping de relâcher les règles sanitaires hein, et aussi d'apaiser les tensions avec l'Occident, notamment autour de Taïwan. Et ça, évidemment, bah, c'est aussi très bon pour les marchés. L'actualité économique, les économies occidentales continuent à faire preuve d'une extraordinaire résilience malgré les vents contraires. Hein. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est un artifice comptable? Est-ce qu'on a juste des indicateurs retardés hein, parce que le marché de l'emploi est encore très solide, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Hein. Même en France, on approche, hein, le taux de chômage se rapproche de la zone des 6%. Je rappelle qu'en dessous de 6%, le gouvernement est en train de faire passer des textes pour réduire encore la durée d'indemnisation du chômage, hein, qui passerait à 1 an et 2 mois. Donc, on a de très bons chiffres. Alors maintenant, est-ce que les chiffres sont manipulés, trafiqués, ou est-ce qu'il s'agit juste de variables retardées hein. Rappelons que l'indicateur du chômage est un indicateur retardé du cycle économique.
Ça, c'est toute la question. Où est-ce que l'on rentre dans un nouveau paradigme? Ça y est, c'est la boucle d'or, l'inflation qui reflue d'elle-même grâce aux taux très élevés, hein. Les taux sont montés, hein. Le taux du livret A va monter à 3%. Les taux de crédit immobilier sont à plus de 3%. Les taux de crédit à la consommation sont à 5-6%. Est-ce que l'on peut imaginer finalement des taux qui montent, qui cassent l'inflation, qui ralentissent un petit peu la croissance, mais sans provoquer de récession avec hausse du chômage et donc baisse des marchés? Et ça, évidemment, voilà, ça paraît quand même étonnant. Ça paraît étonnant, je vais vous le montrer au travers de graphiques, ça paraît étonnant, mais toujours est-il que les marchés croient un petit peu en ce scénario un petit peu rose, hein, cette boucle d'or avec inflation qui baisse et économie qui résiste. Alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les adeptes de la théorie de l'effondrement en sont pour leurs frais parce qu'on est très très loin de l'effondrement. Hein, si on devait mettre l'effondrement par là et le scénario boucle d'or par là, on a plutôt l'aiguille qui tend vers le scénario boucle d'or, auquel personnellement je suis très sceptique. Hein, attention, moi, cet scénario idyllique où il n'y a plus de chômage, il n'y a plus d'inflation, c'est magique, la dette, enfin, nos pays sont quand même très endettés, que la dette disparaisse comme ça, moi, je suis quand même assez sceptique et je me pose quand même quelques questions. D'ailleurs, on va quand même avoir, il faut en parler, une actualité politique et sociale très chargée. Après avoir été pris de court, la mobilisation promet d'être forte, hein, sur le régime des retraites, hein. Les syndicats, l'extrême gauche et l'extrême droite promettent de tout faire pour bloquer les réformes du gouvernement. La semaine du 16 janvier promet donc d'être très rude avec des grèves reconductibles dans les raffineries, l'éducation, la santé et les transports. Après l'échec de la manifestation des Gilets jaunes, le samedi 7 janvier, il paraît clair que si le gouvernement arrive à passer cette réforme des retraites sans reculer face à la rue, alors cela sonnera le glas des adeptes des thèses de la révolution en France. Hein, clairement, la réforme, il y a encore un petit bémol, hein, les personnes qui pensent que ça peut s'embraser, qu'on peut vraiment avoir vraiment une vraie crise sociale avec un parfum de guerre, de guérilla, d'insurrection, bah, ils ont peut-être encore une chance, une carte à jouer avec les grèves et les manifestations qui vont avoir lieu contre la réforme des retraites. Voilà. Mais toujours est-il que, a priori, l'aiguille, elle est quand même beaucoup plus proche de l'optimisme BA, hein, du scénario boucle d'or, que de l'effondrement. Alors maintenant, on va passer, hein, comme d'habitude, hein, aux classes d'actifs. Hein, donc je vais un petit peu vous décrire les classes d'actifs. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous parler de mes performances sur la partie trading, mais également de mes performances sur l'assurance vie à architecture ouverte que je gère pour mon propre compte. Alors, on passe aux obligations. Les taux français continuent à refluer en dessous des 3% et pourraient même enfoncer les 2,5%. On le voit ici. Donc, clairement, les marchés font le pari que l'inflation est en passe d'être vaincue et que les banques centrales vont pouvoir baisser les taux d'ici la fin de l'année 2023. Et c'est pareil aux États-Unis avec la baisse des taux américains qui s'est accélérée après la publication des chiffres de l'inflation. Par contre, attention, à ne pas non plus tomber dans l'optimisme inverse, hein, l'optimisme BA. Les taux, la courbe des taux américaine continue d'être très fortement inversée. On a vraiment une courbe des taux inversée. Et ça a une signification économique, ça a une signification économique et financière. Ça annonce une récession dans les prochains mois. Alors, pour vous en convaincre, j'ai été faire une recherche. Donc, j'ai été sur le site de la Réserve fédérale. Hein. Réserve fédérale de Saint-Louis. Donc, c'est quand même, ce sont des données, on ne peut pas faire plus officiel que ça. J'ai été prendre le spread entre le taux long et le taux court.
Une inversion de la courbe des taux, c'est quand les taux longs sont inférieurs aux taux courts. Normalement, dans une courbe des taux, les taux longs doivent être supérieurs aux taux courts, ce qui est logique. Plus vous empruntez sur une durée longue et plus vous allez payer un taux élevé parce que vous avez une prime de risque. Donc, une inversion de la courbe des taux, c'est une anomalie. Cela signifie que les marchés anticipent que les taux courts, qui sont plus élevés, vont finir par baisser. Et donc, cela annonce une récession. Alors là, je vous ai pris un historique de différentiel entre le taux 10 ans et le taux 2 ans. Quand on parle de spread de taux, de différentiel de taux, souvent on compare le taux 2 ans et le taux 10 ans. Et là, je suis remonté aux années 75, hein, donc à ma naissance. Hein. Et là, je vous ai montré l'écart de taux entre le taux 10 ans et le taux 2 ans. Donc évidemment, quand on est en dessous de zéro, c'est-à-dire qu'on a une courbe des taux inversée, et plus on est dans le négatif, et plus l'inversion de la courbe des taux est forte. Et là, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on remarque? On a eu, on a eu 6 inversions de courbe des taux durant ces 40 dernières années. Donc c'est pas énorme, on n'a pas une courbe des taux inversée, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Hein, une courbe des taux n'est habituellement pas inversée. Et donc là, vous le voyez, alors on remonte, hein, au début des années 80, on a eu une forte inversion de la courbe des taux. Hein, c'était quand Paul Volcker a monté les taux à 20% pour tuer l'inflation. Et on a eu des taux longs qui n'ont pas suivi le mouvement des taux courts. Et donc là, on a eu une très forte inversion de la courbe des taux, hein, au début des années 80. Et là, on a eu une double récession, une première récession ici en début des années 80, et puis ensuite une autre grosse récession au niveau des années 81-82. Et là, on le voit, hein, première inversion de courbe des taux, deuxième inversion de courbe des taux, double récession, une très forte récession. Et là, on a les marchés, hein, les chiffres en rouge, c'est la performance des marchés financiers, moins 20% à la fin des années 70, moins 25% en 81-82. Donc on a quand même moins 40%, 45% de baisse vraiment sur ces deux récessions cumulées. Ensuite, on a eu, vous savez, hein, à la fin des années 80, on a eu là encore, suite à des hausses de cours des taux, hein, pour casser l'inflation, on a eu des peurs. On a eu une nouvelle inversion de la courbe des taux à la fin des années 80. Et là, quelques mois après, un an et demi après, on a eu la récession du début des années 90 et une baisse des marchés de 30%. Ensuite, à la fin des années 90, on a eu une inversion de la courbe des taux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Début des années 2000, on a eu l'explosion de la bulle Internet, suivie d'une récession. Ce sont les barres grises, hein, les récessions, barres grises, une récession très forte, hein, qui a eu lieu à la fin des années, hein, 2001, 2002, début 2003. Et là, les marchés ont plongé de 55%, voire même de 80-90% pour le Nasdaq. Ensuite, à la fin des années 2006, on a eu une inversion de la courbe des taux. Ça, c'était suite à la bulle des subprimes. Hein. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? En 2008-2009, grosse récession, hein, c'est la barre grise, et des marchés qui baissent de 65%. Et enfin, 2020, c'est une toute petite récession qui n'a pas duré longtemps parce que les banques centrales ont mis le paquet. C'est la crise du Covid. On a eu là encore une, une légère inversion de la courbe des taux. Alors, elle est arrivée avant la crise du Covid, c'est-à-dire que les marchés, en fait, voyaient que les taux courts, hein, la Fed montait les taux, mais les taux longs ne suivaient pas. Donc, on a eu une légère inversion de la courbe des taux, un aplatissement, hein, de la courbe des taux, crise du Covid et des marchés qui baissent de 40%. Mais attention, ils avaient déjà baissé. Alors, c'est passé inaperçu, mais à la fin de l'année 2018, on a eu déjà une baisse des marchés de quasiment 20%, surtout sur les marchés américains. Et là, vous voyez, là, on est en 2023. Regardez la violence de l'inversion de la courbe des taux. On a une courbe des taux qui est très, très inversée. Quasiment 150 points de base. Hein, les taux longs sont 150 points de base en dessous du taux court. Et ça, on n'a jamais vu ça depuis le début des années 80. Donc, croire qu'on va
qu'il n'y aura pas de récession, que ça va être que l'inflation va mourir de sa belle mort tranquillement et que ça n'aura aucun impact sur l'économie, surtout dans un contexte géopolitique tendu quand même. Alors même si ça se calme un peu, Russie, Ukraine, Chine, ça se calme, on a quand même un contexte géopolitique tendu. Cela paraît quand même difficile à croire. Moi, j'ai un peu du mal à y croire. Peut-être qu'il n'y aura pas de remontée du chômage, peut-être qu'il n'y aura pas de baisse des marchés, peut-être qu'il n'y aura pas de récession du tout. Moi, j'aimerais bien, hein, ça m'arrange, mais cela quand même paraît difficile à croire. Hein, ça, c'est l'historique. Bon, un nouveau paradigme, peut-être. Bon, moi, personnellement, j'ai quand même du mal à y croire. Donc, attention aussi à ne pas tomber dans l'optimisme béat. Alors, on va passer sur les spreads de crédit. Il n'y a pas eu grand-chose sur les spreads de crédit, hein, donc on va passer très vite, hein, entre la France et l'Allemagne et entre l'Italie et l'Allemagne. Sur le Forex, alors sur le Forex, il y a eu des choses. C'est l'euro qui a explosé à la hausse. Hein. Alors, ce début d'année, c'est l'année de l'euro, puisque en 10 jours, l'euro est passé de 1,05 à quasiment 1,09 après les chiffres d'inflation américains. Les opérateurs anticipent que la Fed va arrêter la hausse des taux bien avant la BCE. Donc en fait, les marchés anticipent que les taux américains vont arrêter de monter, vont même commencer à baisser, alors que les taux de la BCE vont, eux, continuer encore à monter à cause d'un lag. C'est tout bête. Pour les opérateurs de marché, la Réserve fédérale a commencé à monter les taux avant la BCE, et donc, évidemment, la Réserve fédérale va arrêter les hausses des taux avant la BCE. Et ça, le marché du change le montre au travers de cette hausse très très forte de l'euro-dollar. Je vous rappelle que en novembre 2022, l'euro-dollar était à 0,95 et là on est à 1,08. On a quasiment eu 15% de hausse, c'est énorme sur le Forex, 15% de hausse de l'euro par rapport au dollar. Attention toutefois, là encore, hein, il faut être mesuré. Alors autant quand l'euro était tombé à 0,95, vous avez encore tous les adeptes de l'effondrement qui vous annonçaient l'euro qui allait tomber à 0,50 contre le dollar, à 0,60 contre le dollar. Hein. Vous avez tous les effondristes. Et moi, je disais attention, attention, l'effondrement, c'est pas tous les jours qu'il y a un effondrement. C'est un mot qu'il ne faut pas prononcer à la légère. Un effondrement, vous n'en avez pas eu beaucoup, hein, dans l'histoire. Hein, l'effondrement de l'Empire romain, vous avez eu l'effondrement de l'Union soviétique, vous avez eu l'effondrement de la France quand elle a été envahie par les Allemands en 40, mais des effondrements, vous n'en avez pas tous les jours. Vous avez le Liban qui est en train de s'effondrer, oui, effectivement, qui s'est effondré, mais des effondrements, vous n'en avez pas tous les jours. Attention, les mots ont un sens. Donc quand l'euro était à 0,95, moi je vous disais attention, voilà, vous allez avoir plein d'influenceurs qui vont vous annoncer l'euro à 0,70, à 0,60. Aujourd'hui, je vous dis aussi attention dans l'autre sens, hein, ne pas tomber dans l'euphorie. Regardez, hein, quand on prend un graphique en pas mensuel, hein, donc là c'est l'euro-dollar, on remonte à 1995. Moi j'aime bien prendre de la hauteur, vous savez, quand les marchés bougent comme ça, c'est important de prendre de la hauteur pour tout relativiser. L'euro est très bien remonté, mais attention, on est quand même sur une tendance de très long terme qui est négative. L'euro-dollar a déjà coté 1,60 en 2008, puis vous avez des points hauts de plus en plus bas. Donc là, l'euro peut très très bien remonter à 1,17 sans que ça ne veuille dire que ça y est, l'euro est reparti à 1,60 contre le dollar. Et là encore, il y a des gens qui parlent de l'effondrement de l'économie américaine. Donc là encore, attention, hein, on est très loin de l'effondrement de l'économie américaine. L'économie américaine reste plus solide que l'économie européenne. Donc attention, on n'est pas du tout dans un cas d'effondrement de la zone euro, même s'il y a de gros problèmes en zone euro. Hein, très clairement, moi, voilà, vous me connaissez, je suis très critique à l'égard de nos dirigeants, hein, Madame van der Leyen, la vice-présidente, la grecque, qui a fait qui, avec ses valises de billets avec le Qatar. Nos dirigeants en France, j'en parle pas non plus. Je suis très critique, hein, mais attention, les systèmes sont quand même plus résilients que la bêtise de nos dirigeants.
Alors c'est pareil, hein, l'euro franc suisse, hein, l'euro qui s'envole, hein, par rapport au franc suisse, qui casse la parité à la hausse avec le franc suisse. Mais là encore, hein, quand on se met en pas hebdomadaire, l'euro reste sur une tendance baissière par rapport au franc suisse. Mais on a eu un très très bon rebond au-dessus de la parité. Pareil, l'euro qui revient au plus haut face à la livre sterling, hein, depuis novembre 2022. Donc on a une force de l'euro depuis ce début d'année 2023. On va passer au marché actions. Alors les actions, la vedette, c'est encore le CAC 40 qui continue sa chevauchée, sa folle chevauchée, comme si un dog de Bordeaux, hein, il avait saisi l'indice pour l'entraîner avec lui sans jamais le lâcher. Donc là encore, hein, euh, c'est vraiment, euh, on a une envolée, hein. Là, on est quasiment à 9% de hausse sur le CAC 40 depuis le début de l'année. On a vraiment une envolée. Alors, plus sérieusement, les cambistes, en fait, anticipent que la Chine est en train de connaître son rattrapage post-Covid et que les Chinois vont rattraper leur consommation qu'ils n'ont pas effectuée durant le confinement. Et ça profite à qui? Ça profite au secteur du luxe. Et là, on le voit, hein, là, c'est vraiment la valeur phare du CAC 40, c'est LVMH. Et regardez LVMH, plus haut historique. C'est très simple. LVMH, c'est un peu le nouveau Tesla. On a eu Tesla qui battait des records, hein, tous les jours, hein, durant les années 2020-2021. Chaque jour, Tesla battait un nouveau record. Là, c'est LVMH qui, chaque jour, continue à battre des nouveaux records. Le cours de l'action a été multiplié par 3 en 5 ans et a progressé de 15% depuis le début de l'année. Donc ne cherchez pas à comprendre pourquoi le CAC 40 avance. Vous avez LVMH qui tire carrément, hein, c'est un peu le dog de Bordeaux qui tire le CAC 40 à la hausse. Alors on a eu aussi, quand on regarde un peu les flux, les investisseurs américains qui ont trouvé que c'était intéressant d'entrer dans des indices comme le CAC 40 avec un CAC qui était à 6003, 6004 et un euro qui était en dessous de la parité. Et donc effectivement, ces investisseurs américains, en achetant des actions américaines avec un euro sous-coté par rapport au dollar, évidemment, ils ont fait la culbute parce qu'ils ont eu un CAC 40 qui a pris 20% depuis septembre et un euro qui a pris 13% depuis septembre, depuis le début de l'année, enfin non, depuis septembre, qui a pris 13% depuis septembre. Donc pour un investisseur américain, c'était génial, c'était la poule aux œufs d'or parce que vous investissez dans du CAC 40 libellé en euros, vous gagnez 20% sur le CAC 40 et vous gagnez 13% sur l'euro, ce qui vous fait un gain supérieur à 30%. Donc on a aussi, donc on a LVMH, hein, on a le luxe qui profite de la Chine, clairement, mais on a des flux qui arrivent des États-Unis et qui investissent dans les actions européennes. Et enfin, troisième type de flux, et là je vous recommande vraiment de vous renseigner, peut-être aussi des assureurs vie qui sont en perte sur les obligations et qui peut-être essayent de se rattraper en achetant des actions pour booster la performance de leur fonds euro. Ça aussi, c'est possible. Je vous appelle aussi à la très grande vigilance là-dessus parce que le rôle d'un assureur vie, surtout sur le fonds euro, c'est pas de faire mumuse avec les actions. Donc, attention, si votre assureur vie, hein, là encore, renseignez-vous, hein, si vous avez la majorité de votre épargne qui est dans les fonds euros des assurances vie, renseignez-vous auprès de votre assureur. Hein, si la part action de votre assureur elle est à 2-3%, bon, c'est pas choquant qu'un assureur il ait un petit peu d'action sur le fonds euro. Par contre, si vous voyez que votre assureur il a investi massivement sur les actions et que l'allocation, la part de sa poche action, alors j'intègre le private equity aussi, hein, dans le fonds euro est à 15%, par exemple, hein, supérieur à 10%, voire même supérieur à 15%, là, méfiez-vous, faites attention, ça veut dire que votre assureur fait mumuse, tout simplement. Il essaye de se refaire, hein, il a au moins valu sur les obligations et il essaye de se refaire sur la partie action. Donc là, grosse vigilance. Hein. Moi, j'ai connu ça en 2006. Hein. À l'époque, j'avais investi dans euh, des fonds sécurité. Alors, c'était pas en France, c'était en Suisse, hein, c'était chez UBS. Donc, je cite UBS parce qu'ils ont été condamnés par la justice, donc c'est pas de la diffamation. Ils ont, dans les fonds prudents, dans les fonds prudents,
des assurés, ils ont investi massivement dans des trucs un peu bizarres, des subprimes, et tout ça. Et ça a provoqué, hein, ils n'ont pas pu garantir les performances de leurs assurés et on a eu des assurés, dont j'en ai fait partie malheureusement, qui ont connu des pertes de 10% sur des fonds pourtant sécurisés. C'était le scandale, ce qu'on appelle le scandale des fonds monétaires dynamiques. Hein. Fonds monétaires, les monétaires c'est sécurisé, mais on appelle ça, on a rajouté dynamique et derrière on a mis n'importe quoi. Donc, faites attention, si vous avez des fonds euros en assurance vie, appelez votre assureur et vérifiez si il n'a pas fait trop mumuse avec les actions durant cette période, hein, parce que le CAC 40, regardez le CAC 40, hein, regarde, il a monté. Donc si des assureurs en ont profité pour rentrer sur les marchés actions à ces niveaux-là, faites preuve de la très grande prudence. Appelez votre assureur. Alors j'enchaîne sur le Dow Jones. Alors ça y est, le Dow Jones a enfin accéléré à la hausse, mais évidemment, la performance des marchés américains, elle est 2 fois inférieure au marché français. Sachant qu'on arrive sur une très grosse résistance ici entre 34 000 et 34 400 points. Sur le Nasdaq, très beau rebond sur le Nasdaq, mais il va falloir que l'indice fasse ses preuves au niveau des 12 000 points. À noter aussi les très beaux rebonds de Tesla, Meta, Facebook. Là encore, hein, est-ce qu'il s'agit juste d'un rebond du chat mort ou d'un rebond avant une nouvelle phase de chute plus tard? Alors, à contre-tendance, le marché japonais, le marché action japonais, il est un peu en souffrance. Hein, il ne monte quasiment plus. Hein. Alors, il a bien monté avant. Hein, courant de l'année 2022, le Nikkei a très très bien résisté. Par contre, là, ça y est, on a un Nikkei qui a baissé, qui ne fait quasiment rien. Pourquoi? Là encore, ça s'explique. Parce que là encore, la Banque du Japon n'a pas du tout monté ses taux au moment où la BCE et la Fed montaient leurs taux. Et là, c'est maintenant que la Banque du Japon commence à bouger, à monter ses taux pour lutter contre l'inflation. Et donc, du coup, le marché japonais digère très mal cette annonce. Et c'est ce qui explique pourquoi les marchés actions japonais ont des performances vraiment, vraiment très décevantes. Alors pour le coup, la Chine, c'est à contre-tendance du Japon. On a vraiment l'économie hein, chinoise qui profite, hein, qui connaît en fait son rattrapage post-crise du Covid. Alors nous, on a connu la fin des confinements, le rattrapage après les confinements en 2021. On a eu une très très belle année 2021 en Europe et aux États-Unis. La Chine est restée avec des confinements toute l'année 2021 et l'année 2022. Et c'est maintenant, alors que l'économie chinoise est en train vraiment de réouvrir, que la bourse chinoise, évidemment, est en train d'intégrer tout cela. Donc en fait, la bourse chinoise est en train de vivre ce que les bourses européennes et américaines ont connu en 2021. Donc là, on a une très belle remontada de la bourse chinoise suite à la réouverture de l'économie. Mais attention, vous commencez à me connaître, hein, il faut rester mesuré. Hein. Ah oui, quand on zoome, là, oh là là, regardez la bourse chinoise, elle s'envole. Attention, attention, attention. Quand on prend un graphique de long terme depuis 2021, euh, en Chine, il y a quand même des problèmes. On a quand même des gros problèmes sur l'immobilier. On a un problème de surcapacité. On a créé énormément d'entreprises. Il y a eu une surchauffe de l'économie chinoise. Et là, on s'est rendu compte que il y a beaucoup de projets qui ne sont pas rentables, qui sont à perte. Et c'est pour cela, c'est ce qui explique pourquoi la bourse chinoise ne cesse de baisser depuis 2021. Alors, est-ce que ce rebond auquel on assiste depuis octobre 2022, ça y est, c'est le vrai rebond, on a un renversement de tendance, ou est-ce que c'est juste un énième rebond après 1, 2, 3, 4, 5, on a eu 4 points hauts, on a eu 4 fois on a cru que ça y est, cette fois, la bourse chinoise s'envole vers des sommets et à chaque fois, on a eu le sommet de 2021, février 2021, on a eu un espoir hein, en juin 2021, puis un nouvel espoir en novembre 2021, encore un espoir en juillet 2022, et là,
on est à nouveau, hein, on arrive à un seuil de résistance important. Donc attention, attention. Voilà, il ne faut pas crier victoire trop vite. On a un très bon rebond de la bourse chinoise. Ça, c'est très très bien. Mais attention, prudence. Hein, des, on a quand même des problèmes structurels en Chine que la Chine doit à tout prix résoudre. Alors l'Inde, à contre-tendance de la Chine, hein, vous voyez, hein, vous avez l'Inde qui a connu une très très belle année 2022, qui a été chercher des records historiques en août 2022, alors que les marchés actions américains et européens étaient en souffrance totale. L'Inde battait des records. Là, aujourd'hui, c'est l'Inde qui est en train de consolider. Hein. Regardez la bourse indienne qui consolide, mais évidemment, ce n'est pas du tout la catastrophe. Hein. Regardez, on est pour moi, on est dans un mouvement de consolidation en Inde, dans un marché haussier de long terme. L'Afrique du Sud, alors l'Afrique du Sud qui bat un record historique hein, pour la bourse sud-africaine, qui performe encore mieux que le CAC 40, en particulier grâce aux métaux précieux et grâce à l'or qui aussi connaît de très très belles performances. Et la bourse brésilienne qui fait du yo-yo. On a quand même des débuts difficiles hein, pour Lula. C'est pas simple. Hein. Le président Lula est quand même contesté au Brésil et du coup, bah, la bourse brésilienne ne sait pas trop sur quel pied danser. Donc voilà un petit peu pour les actions. Vous voyez hein, des fortunes diverses. Hein, un Dow Jones qui enfin se réveille, mais avec une performance de 3% depuis le début de l'année. Un Nasdaq qui est encore en souffrance, hein, qui a bien rebondi, mais qui clairement encore, qui est loin d'avoir invalidé la tendance baissière. Un CAC 40 qui cartonne. Hein. Le CAC 40, c'est vraiment la vedette. Hein. C'est la vedette de, de quasiment tous les marchés, hein, avec notamment le luxe LVMH qui pousse vers le haut. La Chine qui a bien rebondi, évidemment, hein, si LVMH rebondit grâce à l'ouverture de l'économie chinoise, c'est pas choquant que les actions chinoises rebondissent grâce à l'ouverture de leur propre économie. Un Japon qui est plutôt décevant, l'Inde pareil qui consolide, l'Afrique du Sud qui cartonne. Donc on a vraiment des marchés actions qui ont des fortunes diverses, mais ça c'est important, on voit que les marchés donne la primeur à celles et ceux qui diversifient. On voit que si vous avez un portefeuille action diversifié, ben vous profitez quelque part parce que finalement, on a des marchés indiens, brésiliens, japonais qui yoyotent, qui sont plutôt dans le vert, qui sont positifs mais qui ne cartonnent pas. Et on a des bourses françaises et sud-africaines qui explosent à la hausse et une bourse américaine qui, ma foi, se maintient, à l'exception du Nasdaq qui est encore clairement baissier. Donc, on a vraiment une allocation d'actifs globale qui est plutôt positif à condition d'être diversifié. Alors, on va passer aux métaux précieux. Les métaux précieux, l'or, qui a pulvérisé, hein, regardez l'or qui cartonne, hein, l'or qui a pulvérisé la résistance des 1850, qui explose la résistance majeure des 1900, le métal jaune se retrouve au-dessus de ses records de 2011. Et il pourrait même foncer vers les 2000 dollars. Hein. Regardez la vitesse à laquelle l'or rebondit. L'or pourrait revenir tester les 2000 dollars. Pourquoi? Alors pourquoi? C'est assez curieux quand même. C'est assez curieux parce qu'on n'arrête pas de nous parler de baisse de l'inflation, du reflux de l'inflation. Ça, normalement, si on vous dit que l'inflation c'est fini, normalement l'or devrait baisser, puisque l'or est un hedge contre l'inflation. Mais attention, le marché de l'or est un marché entre guillemets assez intelligent, qui anticipe. Pourquoi? On a alors l'or avait pas mal baissé en 2022, alors que on craignait l'inflation. Pourquoi? Parce que l'or résonne non pas en inflation, ni même en taux d'intérêt, mais en taux d'intérêt réel. En fait, l'or est très sensible au taux d'intérêt réel et au dollar. Or, qu'est-ce que l'on voit depuis le début de l'année 2023? On voit une chute du dollar, une baisse, certes, une baisse des taux nominaux,
et une baisse de l'inflation. Donc on a finalement des taux réels qui, qui baissent parce que les taux nominaux baissent comme l'inflation, et le dollar qui aussi baisse. Et donc on a du coup l'or qui monte. Donc ça, c'est assez, voilà, c'est assez paradoxal. Il faut faire un peu de gymnastique intellectuelle pour comprendre ça. Toujours est-il, toujours est-il que l'or, le marché de l'or, ne croit pas sur le long terme, ne croit pas en la capacité des banques centrales à tenir, à maintenir les taux d'intérêt à leur niveau actuel. Si c'était le cas, l'or, normalement, devrait chuter beaucoup plus. Je rappelle qu'au début des années 80, l'or a perdu 50% de sa valeur. L'or peut baisser énormément, hein, attention. Là, quand on voit ce que fait l'or aujourd'hui, ça montre que les traders sur l'or, sur les métaux précieux, sur l'or, ne croient pas en la capacité des banques centrales de maintenir les taux à ce niveau. Donc, en gros, les cambistes sur l'or et aussi sur le dollar, sur le forex, pensent que M. Powell bluffe, qu'il bluffe, que en gros, il ne tiendra pas cette politique monétaire suffisamment longtemps. À surveiller. Si jamais les marchés commencent à penser que Jérôme Powell pourrait garder les taux élevés durant 1 an ou 2 ans, alors là, l'or pourrait corriger fortement à la baisse. Mais les marchés ne croient pas en ce scénario pour plusieurs raisons, hein, endettement très fort des États, etc., etc. Sur l'argent, l'argent continue à faire du yo-yo autour de 24 dollars, mais je rappelle que l'argent a connu son très fort rebond en 2022, quand il est passé, je rappelle, de 17 dollars l'once à plus de 22 dollars l'once. Au niveau du palladium, pas grand-chose. Le palladium continue à yoyoter entre 1700 et 1850 dollars. Est-ce que c'est une consolidation avant un changement de tendance ou une reprise de souffle avant la poursuite de la baisse? Et je termine par le platine qui semble marquer une pause sur la zone des 1100 dollars. Néanmoins, la tendance reste haussière au-dessus des 1000 dollars l'once de platine. Voilà un petit peu pour les métaux précieux. Donc, en gros, des métaux qui n'ont pas fait grand-chose, à part l'or, qui a vraiment, vraiment brillé de mille feux. Là encore, parce qu'on anticipe que les banques centrales bluffent. Et enfin, on continue sur les matières premières. Il y a des choses à dire sur les matières premières. On a un pétrole, une très belle semaine sur le pétrole qui recolle la zone des 80 dollars. Mais attention, là encore, quand on prend un petit peu de hauteur, il faut toujours prendre de hauteur, hein. Sur les graphiques, on voit que la tendance sur le pétrole reste baissière, hein. On a quand même un pétrole qui est très en dessous des plus hauts atteints après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc on a quand même un pétrole qui est sur une tendance baissière depuis ses plus hauts, même si là on a eu un très très beau rebond depuis une semaine. Mais attention, hein, quand on prend de la hauteur, on voit que ce rebond, en fait, c'est un petit rebond dans une tendance moyen terme qui est baissière. Alors sur le gaz, il y a beaucoup de choses à dire sur le gaz, hein. Le gaz s'effondre littéralement de 60% en un mois. C'est un effondrement. D'ailleurs, c'est ce qui explique mes performances un petit peu décevantes depuis ce début 2023 sur mon portefeuille de trading, hein. Le gaz qui littéralement, regardez, s'effondre. Néanmoins, là encore, c'est important de prendre de la hauteur, du recul. Le gaz a toujours été très volatile. Ça ne date pas d'hier. Regardez, quand on prend l'évolution du prix de gaz depuis le début des années 2000, hein, donc là encore, on prend un historique, on voit que le gaz, il a déjà explosé à la hausse. Le gaz, il est déjà descendu en dessous des 2000, des 2000, et il est déjà monté au-dessus de 15 000. Il est déjà monté au-dessus de 15 000. Et là, avec la guerre en Ukraine, il est monté effectivement à 10 000. Et là, il est en train de s'effondrer. Mais quand on prend un peu de hauteur, on voit que finalement, c'est la fin. Je pense qu'on est à la fin du cycle baissier sur le gaz. Vous voyez, on est passé de 10 000 à 3 000. Donc, on ne va pas descendre en dessous de zéro. Alors, on peut
de manière occasionnelle sur les futurs, descendre en dessous de zéro, mais ça sera une anomalie de marché. Vous voyez, on a déjà terminé le cycle baissier. On est revenu finalement sur d'importantes zones de support. Là, on est à 3003, peut-être qu'on va descendre à 2003. Mais voilà, on a fait le gros de la baisse. On a fait le gros de la baisse hein, en quelques mois. On est passé de 10 000 à 3300. Et a priori, quand on regarde l'historique, ça peut être un bon point d'entrée sur le gaz hein, pour justement pour protéger, pour avoir des positions de couverture sur le long terme. Et quand on voit la courbe des futurs cette fois, donc là je vous ai montré ici hein, le graphique passé hein, de long terme sur le gaz, hein, on voit que le gaz a déjà eu de fortes montées à 10 000, hein, autour de 10 000, voire au-dessus en 2003, en 2006, en 2008. On a eu en 2000 une petite montée en 2013, et puis à la guerre en Ukraine, mais même avant la crise en Ukraine, hein, on a eu en 2021 une poussée à la hausse des prix du gaz hein, à 7 000 et 10 000. On voit que on aura des tensions sur le prix du gaz. On en a eu une, on en aura sans doute dans le futur, mais ce n'est pas du tout synonyme d'effondrement. Donc là encore, hein, les gens qui utilisaient comme prétexte le prix du gaz à 10 000, bah, on voit qu'ils en sont encore pour leurs frais. On est très très loin de l'effondrement. Là, le prix du gaz, il est revenu à son niveau de long terme. On est revenu à ces niveaux qu'il valait en 2003, en 2009, en 2012, en 2013, en 2017 et même au début de 2021. Business as usual, on revient à des niveaux de moyen terme. Donc là encore, hein, l'effondrement, arrêtez avec tout ça. Hein, voilà, ça c'est des courbes de marché. Hein, voilà, il faut arrêter de grossir le trait. Hein, il faut arrêter de grossir le trait. Il y a des problèmes, il y a des solutions. Le monde est comme ça, il y a des crises, il y a des entreprises qui s'effondrent, d'autres entreprises qui se créent, et ainsi de suite. Mais on est très loin de l'effondrement. Et quand on regarde la courbe future des prix du gaz, donc là, cette fois-ci, ce sont les futurs. On peut suivre une courbe des prix du gaz. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché anticipe que les prix du gaz sont sur le point d'atteindre un plus bas. Et là, quand on regarde la courbe future des prix du gaz, on voit que le marché anticipe un prix du gaz qui remontera progressivement vers les 5 000, 5 500. Voilà. Donc, là encore, hein, aujourd'hui, au moment où je vous parle, la courbe des prix du gaz, on est en situation de backwardation. Vous voyez, backwardation, c'est-à-dire que à court terme, les futurs sur le gaz sont inférieurs au prix spot. Donc, c'est-à-dire que le marché anticipe encore, peut-être encore une baisse sur les prix du gaz, mais sur le long terme, on voit que l'on va repasser en situation de contango, c'est-à-dire que le marché anticipe une remontée des prix du gaz. Alors, c'est intéressant sur le gaz, c'est que en plus d'une remontée des prix du gaz, on voit des yo-yo. Alors, ces yo-yo, c'est quoi? C'est-à-dire que le marché du gaz est un marché qui est très saisonnier. On a souvent des prix du gaz qui flambent à l'entrée de l'hiver, hein, à l'entrée de l'hiver, ce qui est logique parce que tout le monde se précipite, hein, les pays occidentaux se précipitent pour faire des réserves de gaz. Donc on a une montée, on a des tensions sur le gaz avec une forte montée des prix sur le gaz et ensuite on a une baisse des prix du gaz lorsque l'on arrive, lorsqu'on avance dans l'hiver et qu'on arrive au printemps. Et là, on voit que finalement, une partie de la baisse des prix du gaz est liée justement au fait que on est dans l'hiver et que les marchés à court terme voient qu'on n'a plus besoin de stocker du gaz puisqu'on a des réserves de gaz qui sont assez élevées. Et donc, ce qui explique pourquoi on a ces variations. Voilà. Donc là encore, ça peut être intéressant, justement, ça peut être un bon point d'entrée pour investir aujourd'hui dans le gaz. Aujourd'hui, hein, pas il y a 5 mois, 6 mois quand il était à 10 000, mais peut-être qu'aujourd'hui, ça peut être intéressant pour commencer à couvrir peut-être une partie de son patrimoine. Attention toutefois, on est aujourd'hui en backwardation sur le gaz. On va passer en contango, à mon avis, d'ici 2 mois. On devrait passer en contango. C'est-à-dire que vous aurez une forte probabilité d'avoir des plus-values
sur le gaz, mais cela va être compensé par des rolls, des coûts de rollover de vos positions qui risquent de vous coûter cher. Aujourd'hui, vous avez un rollover qui est en votre avantage, mais il est possible que d'ici 2 mois, vous aurez un rollover qui soit en votre désavantage. Donc là encore, il faut arbitrer. Voilà pour le gaz. Alors pour le cuivre, c'est un très bon baromètre pour mesurer le pouls de l'économie chinoise. Et évidemment, hein, en toute logique, hein, la Chine accélère, la Chine ouvre son économie, les Chinois consomment, les entreprises chinoises produisent, et donc vous avez les cours du cuivre qui remontent de plus belle et qui franchissent la zone des 4 $. Pour le blé, rien à signaler. Le blé continue à yoyoter, mais en baisse. Pareil pour le maïs. Donc on voit là encore hein, l'effondrement. Là, on vous parle de famine, même en Europe. Hein, il y en a qui parlaient de famine en Europe hein, à cause des prix justement du blé et du maïs. Hein. Je vous rappelle, hein, regardez le blé qui était monté à 1400. Là encore, tout le monde disait il va aller à 5000. Bon, bah, on est à 700 hein, pour le blé. Donc, c'est pas terrible, terrible. Donc là encore, hein, tous les gens qui vous parlent d'effondrement, etc. Ah, moi, je vais dans les supermarchés, il y a de la nourriture. Hein. Alors peut-être, il peut y avoir quelques petites pénuries de moutarde, etc. Mais on n'a aucun problème pour se nourrir, pour se ravitailler. Donc là encore, hein, moi, l'effondrement, je ne le vois pas. Et on continue avec les cryptos. Alors ça y est, ça bouge un peu sur les cryptos. Pendant plusieurs semaines, il ne s'est rien passé. Hein. Là, ça y est, on a le Bitcoin qui est reparti fortement à la hausse, hein, qui a cassé les 16 500, les 17 000, les 18 000, les 19 000 et qui va vers les 20 000 dollars. Donc ça y est, le Bitcoin se réveille un petit peu. Là encore, attention, quand on se place en pas journalier, on voit que le rebond, hein, en pas horaire, il est impressionnant. On voit qu'en pas journalier, bon, c'est un petit rebond. C'est mieux que rien, mais c'est un petit rebond. Attention, hein, on ne va pas revenir à 70 000, hein. Ah, pas tout de suite en tout cas. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt positif. Ça montre que finalement, les marchés ont un appétit pour le risque. Pareil pour l'Ethereum, un très forte remontée en pas horaire, en pas journalier. On demande à voir. C'est un rebond, mais on en a eu d'autres. Hein. Attention, on n'est pas encore sorti de la phase baissière. On est peut-être dans une très longue phase de consolidation ici sur l'Ethereum comme sur le Bitcoin, mais attention, il ne faut pas encore crier victoire trop vite. Ça peut être intéressant pour les personnes qui n'ont pas du tout de crypto-monnaie d'entrer un petit peu sur ce marché-là voilà, pour avoir un point d'entrée. Mais attention à ne pas spéculer sur les cryptos. Voilà un petit peu sur ce que j'avais à dire sur les différentes classes d'actifs. Alors avant de passer aux conclusions, je vais faire un focus sur mon portefeuille. Alors, je vais vous décrire mon portefeuille de trading. Vous commencez à avoir l'habitude de le voir. Alors, c'est assez décevant. Hein, c'est assez décevant. Depuis début 2022, je suis encore à moins 6% de perte depuis début 2022. Donc, c'est pas jojo, c'est pas terrible. Il n'y a pas de quoi pavoiser, comme on dit. Hein. Il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Alors que le CAC 40, lui, pour le coup, il est en train de revenir au niveau de début 2022. Sur mon portefeuille, c'est pas terrible. Alors, il y a des explications. Je vais vous les montrer. L'explication, pourquoi c'est pas terrible, c'est assez simple. Si vous voyez mon portefeuille, donc je suis dans le vert sur les marchés obligataires, hein, 103 euros. Donc j'ai bien fait. Je suis clairement dans le vert sur les métaux précieux. Donc j'ai bien fait de tenir mes positions sur l'or et l'argent. Hein. J'ai souffert hein, sur l'or et l'argent. J'ai tiré la langue hein, parce que je suis resté très longtemps dans le rouge. Quasiment toute l'année 2022, j'étais dans le rouge, rouge vif même. Hein. J'avais plus de 1500 euros de moins-value sur l'or et l'argent. Là, je suis repassé dans le vert. Alors, sur les actions, je suis dans le rouge à cause de positions short sur le Dow Jones, de vente à découvert pour couvrir des positions longues sur les autres indices. Mais là où je suis vraiment dans le rouge,
c'est sur le gaz naturel, hein. J'ai acheté du gaz un peu trop tôt. Je m'y suis pris peut-être un peu trop tôt pour rentrer sur le gaz naturel, puisque quand le gaz est passé de 10 000 à 6 300, je suis rentré à ce moment-là sur le gaz. Je suis commencé à rentrer à 6 300, puis j'ai acheté à 5 300, 4 300 et 3 300. Donc évidemment, je suis rentré peut-être un peu trop tôt, parce qu'aujourd'hui, on est à 3 300 sur le gaz. Mais voilà, 3 300 euros investis sur le gaz, enfin 3 300 de pertes, mais on va vous mettre mais à peu près 9 000 euros investis sur le gaz sur un portefeuille de 50 000 euros, c'est pas non plus dramatique. Si vous investissez 10 000 euros dans un actif, enfin, une classe d'actifs, et que vous avez 50 000 euros de portefeuille global, vous pouvez tenir votre position. Et dès lors que vous pouvez tenir votre position, le gaz finira par remonter. Vous vous souvenez de mon graphique de très long terme, hein, qui date des années du début 2000. Le gaz, on le retrouvera. Là, il est à 3003, mais on le retrouvera à 4000, à 5000, à 6000. Hein, il y était déjà en 2000, en 2002, en 2006, en 2008, en 2009, en 2013. Il va y revenir. Il faut juste être patient. Effectivement, j'ai peut-être investi un peu trop tôt. J'aurais peut-être dû finalement commencer à rentrer que maintenant, plutôt que d'être rentré il y a un mois. Mais c'est pas grave. Je peux tenir la position. Si on revient ici, regardez que j'ai un taux de marge de 90%. Hein, c'est-à-dire que, je veux dire, le gaz, il peut tomber à zéro. Je peux garder ma position. Donc, j'ai pas trop de problèmes là-dessus. J'ai un ratio de latence qui, pour le coup, s'améliore, lui. Alors, autant ma performance, elle est plutôt baissière. Le ratio de latence s'améliore. Pourquoi? Parce que j'ai aussi des plus-values. J'ai un stock de plus-values qui aussi gonfle, hein, regardez, notamment grâce au CAC 40, hein, puisque je suis acheteur sur le CAC 40, je suis acheteur sur l'or, je suis acheteur sur le palladium et je suis acheteur sur les obligations. On voit que des classes d'actifs sur lesquelles j'étais un peu en souffrance en 2022 sont repassées dans le vert, ce qui me permet d'avoir un ratio de latence qui est intéressant. Donc là, on voit mon allocation d'actifs. Hein. Donc on voit sur le Dow Jones où je suis un tiers acheteur, deux tiers vendeur. Je suis acheteur sur les obligations. Je suis acheteur sur toutes les classes d'actifs actions. Acheteur évidemment sur les métaux. Et j'ai aussi cette position sur le blé qui est assez élevée, qui n'est pas non plus écrasante, hein, et une position aussi sur l'euro-dollar. Je perds aussi de l'argent sur l'euro-dollar puisque je me suis positionné en faveur du dollar. J'ai quand même, je suis pas inquiet, j'ai quand même une allocation d'actifs qui est quand même assez équilibrée entre du monétaire, de l'obligataire, des actions, des métaux précieux, des matières premières, des cryptos et du forex. Alors on va passer, alors ça c'est une nouveauté, à l'assurance vie à architecture ouverte, hein, puisque j'ai aussi un portefeuille, une assurance vie à architecture ouverte que j'ai ouvert courant de l'année 2021. Je vous en parle. Alors, je ne vais pas faire une vidéo chaque semaine sur la performance de cette assurance vie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose qui évolue au jour le jour. Hein. L'assurance vie, c'est un produit qu'il faut regarder tous les trimestres, tous les ans, enfin tous les semestres, tous les ans, tous les 2 ans. C'est pas quelque chose qu'on va suivre avec son iPhone, voir chaque minute, chaque heure comment l'assurance vie évolue. C'est quelque chose de long terme. Donc là, on est début d'année 2023, donc je vais vous faire un focus sur mes performances de l'assurance vie à architecture ouverte. Donc je rappelle, hein, ça c'est une copie, hein, de mon assureur. Voilà, donc ça c'est en mon nom, hein, mon nom, mon numéro client, mes encours, les taux de frais. Alors évidemment, c'est une assurance vie à architecture ouverte, c'est-à-dire que je peux investir dans quasiment tout. Et évidemment, ça a un coût. Ça a un coût, évidemment. J'ai des frais de souscription de 4,80% et des frais de gestion de 1%. Parce que bah, c'est normal, hein, j'ai un assureur et l'assureur est contraint de m'autoriser à acheter des produits qui ne relèvent pas de sa gamme.
dans mon assurance vie aujourd'hui, j'ai des fonds qui n'ont rien à voir avec l'assureur. Ben, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, évidemment, euh, grosse surprise, j'ai une performance nette de frais en 2022 de 5,39%. Vous voyez, alors que 2022 a été une année horrible, 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 horrible. Ben moi, j'ai une performance de 5, plus 5,39%. D'ailleurs, ça serait à peu près la performance que j'aurais sur mon portefeuille de trading si je n'avais pas acheté du gaz et si je n'avais pas vendu à découvert des actions du Dow Jones. Voilà. Et donc là, on a une très très belle performance sur mon assurance vie architecture ouverte. Hein. Donc j'ai investi 15 286 euros hein, en juillet 2021. Le montant placé est de 14 552 puisque j'ai payé les frais de souscription. Hein. Donc les frais de souscription, vous les payez en un coup au moment où vous mettez l'argent. Et on voit que malgré des frais de souscription payés en 2021, malgré une année 2022 horrible sur les marchés, bah, aujourd'hui, j'ai une performance positive de 5% en 2022. Et même au moment où je vous parle, les frais de souscription ont été remboursés par les performances effectuées en 2022. Donc ça y est, les frais de souscription, vous les payez en une fois, après vous ne les payez plus. Donc là, ça y est, je suis dans le vert sur l'assurance vie. Et regardez, ça c'est l'avantage d'avoir une assurance vie à architecture ouverte. J'ai du fonds euro pour 8%, j'ai des obligations indexées inflation, j'ai des produits structurés obligataires, j'ai des actions asiatiques qui sont en négatif. Hein, souvenez-vous de mon graphique. Hein, l'Asie a très bien rebondi, la Chine a très très bien rebondi, mais le marché chinois est encore en souffrance. J'ai des actions européennes, j'ai des produits structurés, hein, différents produits structurés de type Athéna, donc c'est des produits à barrière, des produits qui permettent de prendre une partie de la hausse des marchés actions, mais de limiter la baisse en cas de chute des marchés actions. Et là, j'ai été inspiré, hein, j'ai acheté ces produits en 2022, donc j'ai pu absorber la baisse des marchés, hein, j'ai encaissé, hein, j'ai quasiment rien perdu sur ces produits, et là, je suis dans le positif hein, sur ces produits, hein, plus 5, plus 2, plus 2. Donc là, on voit que ces produits structurés ont très très bien réagi, ils ont absorbé les baisses sur les marchés actions, et maintenant, je suis en train finalement de profiter de la hausse des marchés actions. Ça s'appelle des produits structurés. Ce sont des produits qui ont été structurés par Goldman Sachs, donc par une banque, hein, une vénérable institution qui est Goldman Sachs, et j'ai négocié avec l'assureur de pouvoir investir sur ces produits structurés chez Goldman Sachs avec des petits montants. Vous voyez, 900 euros, 1000 euros, hein, vous voyez, ce n'est pas des gros, gros, gros montants. Donc tout ça pour vous dire, alors que normalement, si vous passez en direct chez Goldman Sachs, vous appelez Goldman Sachs et vous voulez investir dans ces produits, c'est 500 000 euros hein, le ticket d'entrée. Donc évidemment, Goldman Sachs a des clients privés, mais pour être client privé chez Goldman Sachs, il faut minimum 500 000, voire 1 million d'euros. Moi, avec mon assurance vie architecture ouverte, je peux finalement répliquer les stratégies des grandes fortunes, des gens très très riches, grâce à cette assurance vie architecture ouverte. J'ai également une unité de compte indexée sur les métaux précieux, notamment sur les minières, qui évidemment profitent du rebond de l'or et de l'argent. Et j'ai également des SCI immobilières sur l'immobilier de transformation, donc transformer les bureaux en logement résidentiel, ça a le vent en proue, et des SCI qui permettent de transformer des maisons en maisons médicalisées et qui ont aussi, elles, de belles performances, des performances plutôt correctes, ce qui m'amène à avoir un portefeuille qui a des performances très honorables sur l'année 2022, malgré des frais de souscription élevés, certes, hein, que j'ai dû payer en 2021, mais aujourd'hui, les frais de souscription ont été absorbés par mes stratégies d'investissement. Et maintenant, chaque hausse supplémentaire des différents marchés, ça sera une hausse pour moi, puisque les frais de souscription, vous les payez un coup. Hein, ce n'est pas 4,8% par an que vous payez, c'est 4,8% sur les montants que vous investissez. Une fois que vous avez payé ces 4,8%, après, je suis tranquille.
sachant que j'ai 0% de frais de rachat et 0% de frais d'arbitrage. Donc je peux maintenant, à loisir, arbitrer mes placements, voire même racheter une partie de mon portefeuille si j'ai des soucis. Mais aujourd'hui, je suis tranquille. Donc voilà un petit peu, hein. Donc là, c'est assez spécial puisque je vous ai présenté mon assurance vie à architecture ouverte. Donc vous voyez, je n'ai rien du tout contre les assurances vie. C'est pas parce que je vous dis de, d'appeler votre assureur, de faire attention, d'être vigilant vis-à-vis de votre assurance vie que je crache sur l'assurance vie. Je dis attention, il faut toujours faire attention, il faut être mesuré. Il faut être mesuré, il faut faire attention. Il n'y a pas de produit magique, mais il n'y a pas de produit non plus pourri. Hein. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Et d'ailleurs, j'arrive à mes conseils. Cette semaine a été désastreuse pour les adeptes de l'effondrement. Alors, tous les gens qui parlent d'effondrement, de tout ça, bah, clairement, moi, je serais eux, je me ferais petit. Je me ferais petit, hein, parce que on est loin d'assister à la vague de faillite annoncée. Hein, tout le monde nous dirait, ça y est, il n'y aura plus de boulangerie en France à cause du prix de l'électricité. Il y aura plus, il y aura plus, il y aura plus. Bon, je sais pas, ma boulangerie, elle est toujours ouverte. Enfin, moi, je vois, hein, quand je vais au travail, je vais à Paris, je vois plein de boulangeries ouvertes. Dans mon petit village, ma boulangerie, elle est ouverte. Enfin, voilà, faut arrêter. Hein. Alors oui, il y a peut-être quelques boulangers qui vont mettre la clé sous la porte, mais ça, c'est les crises. Les crises, elles ont tendance à, effectivement, c'est malheureux, hein, c'est darwinien, c'est très darwinien, à éliminer les acteurs les plus fragiles. Mais ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Depuis l'Antiquité, ça a été le cas. Mais ce n'est pas la vague de faillite annoncée. Hein, c'est pas, y a pas la moitié des boulangeries qui ont fermé le rideau. C'est pareil, on est loin du blackout électrique. Moi, je vous dis, hein, dans mon village, il y a encore les décos de Noël qui brillent de mille feux la nuit. On a un pont de lumière. Hein, donc, vous voyez, on est loin du blackout électrique. Le pétrole est en baisse, le gaz est en chute libre, il revient même en dessous d'avant la crise en Ukraine. Or, on sait que le prix de l'électricité suit le prix du gaz. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prix de l'électricité va aussi baisser. Et on a enfin des matières premières alimentaires en forte baisse. Je vous ai montré le maïs, je vous ai montré le blé. Là encore, les gens qui nous parlent de famine, d'absence de produits, qu'on trouvera plus de produits alimentaires dans les supermarchés, c'est pareil. Hein, aller dans les supermarchés, enfin moi je fais mes courses, on n'a aucun problème. Alors oui, de temps en temps, on n'a peut-être pas la moutarde, la marque de moutarde que l'on a l'habitude de consommer. Oui, on a quelques petites pénuries, mais on est très loin de l'effondrement aussi. Arrêtez avec l'effondrement. Donc méfiez-vous, conseil numéro un, méfiez-vous des influenceurs qui n'arrêtent pas de vous annoncer la fin du monde. Les systèmes sont bien plus résilients qu'ils en ont l'air. Alors oui, on a Macron, on a Bruno Le Maire qui ne connaît pas grand-chose à l'économie, ça je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Les influenceurs qui critiquent Bruno Le Maire, je suis d'accord avec eux. Je veux dire, moi j'ai un peu honte hein, quand je vois Bruno Le Maire venir à la télé parler. Moi j'éteins la télé, je me dis c'est pas possible, je peux pas être représenté par un type comme ça. On a des gens qui sont pas à la hauteur, je suis d'accord. Mais faites un peu d'histoire. Regardez l'Empire romain, Néron, Néron, hein, qui brûle, hein, qui incendie Rome voilà, parce il aimait le feu. Caligula, qui était complètement fou, complètement fou. Vous avez eu Marc Aurèle, après Commode, vous avez eu Marc Aurèle, qui était complètement, excusez-moi, un branleur, qui passait plus de temps avec les femmes que à aller encourager ces hommes au combat. Vous avez eu des empereurs décadents. Pourtant, Rome ne s'est pas effondrée avec Caligula, s'est pas effondrée avec Néron, s'est pas effondrée avec Commode. L'empereur romain, l'Empire romain a mis encore 2, 3 siècles avant de s'effondrer. Donc, c'est pas parce qu'on a des dirigeants, et ça c'est important, qu'on a des dirigeants bêtes ou corrompus, je sais pas, que on va s'effondrer. L'Union soviétique a eu Staline, l'Union soviétique a eu Brejnev. Je vous rappelle que à l'époque de Staline, les gens, on faisait croire aux soviétiques qu'il suffisait de chanter l'international, qui était l'hymne communiste, pour multiplier la productivité par 2, par 3, par 4. C'était le stakhanovisme. Il s'est écoulé 60 ans avant que l'Union soviétique ne s'effondre. Donc attention à l'effondrement. Enfin, voilà.
Paris ne s'est pas fait en un jour, mais Paris ne s'effondrera pas en un jour non plus. Alors oui, on a des dirigeants faibles, très faibles, qui vont produire des temps difficiles, clairement. Clairement, on sait, vous connaissez la maxime, les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps faciles, les temps faciles créent des hommes faibles, et les hommes faibles créent des temps difficiles. C'est pas moi qui l'ai inventé. Là, on a des hommes faibles qui nous créent des temps difficiles. Ça, je suis d'accord. Mais, on est loin de l'effondrement. Souvenez-vous de l'Empire romain. Pareil, à l'inverse, les adeptes de l'optimisme BA, hein, les docs de Bordeaux, hein, voilà, eux qui ont le vent en proue. Alors eux, pour le coup, pour le moment, le marché leur donne raison. Mais attention, tout n'est pas rose non plus. Hein. La courbe des taux américaine est très inversée. Je vous ai montré le graphique. Vous voyez, c'est pas moi qui vous parle de mon. Ah, je pense que ça va baisser. Je vous parle de choses factuelles. La courbe des taux américaine. Hein. Vous avez le spread de taux, hein, publié par la Réserve fédérale depuis 1975. Vous voyez, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est officiel. On le voit, à chaque fois qu'on a une courbe des taux inversée, dans les mois qui suivent, on a une récession, on a une remontée du chômage et on a une baisse des marchés actions depuis 75, depuis 50 ans. Donc attention aussi, hein, c'est pour cela, hein, si vous avez une assurance vie en fonds euros, contactez votre assureur, parce que si les assureurs se mettent à acheter des actions comme des bourrins, parce que le CAC 40 est à 7000 points, bah, si jamais les marchés se retournent, et ils peuvent se retourner, on risque d'avoir, vous savez, les cadavres qui sortent du placard. Donc attention. Autre point à surveiller, l'or. L'or ne cesse de monter, ce qui montre que les marchés ne sont pas sereins. Hein. Si tout était si rose, pourquoi on achèterait de l'or? On n'achèterait que des actions, on n'achèterait pas de l'or. L'or, c'est une relique barbare, c'est une relique qui sert à se protéger, c'est une assurance. Pourquoi les gens achètent de l'or? Ça veut dire que les marchés ne sont pas sereins quant à la capacité des banques centrales à tuer l'inflation. Je vous rappelle qu'en 80, Volcker monte les taux à 20, il garde les taux très élevés, les marchés actions s'effondrent parce qu'il y a une récession, l'inflation s'effondre, et ensuite vous avez on a eu une énorme période de croissance. Vous voyez, les hommes forts, Volcker était un homme fort, ont créé des temps faciles au prix d'une récession très forte. Il fallait purger le marché. Il l'a fait. Aujourd'hui, on a des hommes faibles. Alors certes, ils montent les muscles, on monte les taux. Enfin bon, on a des taux à 2,5 en zone euro. On n'est pas à 20%. Hein. Mais nos hommes faibles vont créer des temps difficiles. Donc, conseil numéro 2, privilégier la diversification. Ouais, je vous ai montré mes portefeuilles. Hein. Là encore, je vous dis attention si vous avez des assurances vie fonds euros. Je ne vous dis pas qu'il faut fuir et tout. Non, il ne faut pas utiliser des termes extrêmes. Hein. Appelez votre assureur et voyez ce qu'il a fait. Voilà. Est-ce qu'il a investi comme un bourrin sur les actions alors que vous êtes investi en fonds euros? Donc, fonds euros, c'est la sécurité. Hein. Des fonds euros, si vous avez des fonds euros qui commencent à avoir 15% d'actions, faire attention quand même. Hein. Voilà. Donc, faites attention, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut cracher sur l'assurance vie. Moi-même, j'ai une assurance vie. Vous voyez, je vous ai montré la performance de mon assurance vie à architecture ouverte. Vous voyez, je fais même mieux, j'ai de meilleures performances sur mon assurance vie à architecture ouverte que sur mon portefeuille de trading. Vous voyez, alors que pourtant, j'ai payé 4,8% de frais pour bénéficier de cette architecture ouverte et pouvoir acheter des fonds. Voilà, j'ai des fonds Goldman Sachs, j'ai des fonds de Rothschild, j'ai des fonds l'échiquier, enfin, des fonds Carmignac, j'ai des fonds AXA. Donc je vais piocher les meilleurs fonds des banques d'affaires pour investir dessus dans cette assurance vie à architecture ouverte. Donc il existe de très belles assurances vie, des belles enveloppes. Si en plus vous aimez gérer, vous aimez faire de la vraie gestion, ou vous avez un bon conseiller en gestion de patrimoine qui vous oriente comme il faut, bah, ça peut très très bien se passer. Donc il ne faut pas non plus, voyez, il faut pas non plus cracher sur l'assurance vie parce que tout va s'effondrer ou qu'on croit que ça y est, tout va partir à volo. Attention, et attention. Hein. Faut pas. Voilà, ça c'est la conclusion.
C'est la conclusion, c'est le mot du jour, hein. Voilà, c'est le mot du jour, hein. L'effondrement qui n'a pas eu lieu. Donc attention à ne pas passer d'un extrême à l'autre, hein. Ni on est en mode déprime, on broie du noir, c'est la fin du monde, on achète de l'or dans le jardin et on creuse un trou, on achète un flingue et c'est la guerre civile, hein. On est loin de ça, hein. C'est pas parce que de temps en temps il y a des incidents comme à Gare du Nord durant la semaine que ça y est, c'est la guerre civile, hein. Donc, arrêtons, 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 hein. Moi, j'ai été en prépa à Paris en 95. Il y a eu les attentats du boulevard Saint-Michel en 95 qui ont endeuillé la France. C'était en 95. Est-ce qu'il y a eu la guerre civile? Bon, là, on est en 2022, vous voyez, ça fait 28 ans, 28 ans. Bon, il n'y a pas de guerre civile. Oui, il peut y avoir des épiphénomènes, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir, mais il n'y a pas eu d'effondrement. À l'inverse, attention à l'optimisme BA. Ouais, et surtout à l'optimisme BA. Bon, je pense que les gens qui parlent d'effondrement, je pense qu'ils doivent parler dans le vide parce que les marchés ne les écoutent pas. Par contre, attention aux docs de Bordeaux. Hein, docs de Bordeaux, c'est ceux qui pensent que ça y est, hein, le CAC 40 à 10 000, etc. Donc les gens qui sont qui sont dans le mode optimisme BA, FOMO. Là encore, attention, on a aussi quand même, hein, des indicateurs, groupe des taux, or, hein, métaux précieux, or, qui annoncent qu'il va y avoir des temps un peu difficiles, que ça va être compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout retirer, qu'il faut fermer les assurances vie, tout retirer et mettre l'argent sous le matelas. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il va falloir faire attention à ses investissements. Et faire attention, ça ne veut pas dire fuir non plus. Donc attention aux extrêmes, hein. Donc ceux qui vous parlent de CAC 40 à 10 000, hein, ils vont se planter, hein, ne vous inquiétez pas, hein, leur tour viendra. Et puis bah, ceux qui se parlent d'effondrement, etc., bah, eux, pour le coup, eux, ils se sont déjà plantés. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Donc toujours rester mesuré, rester analysant, analyser la situation, rester factuel. Ne tombez pas dans voilà dans l'émotion, hein. Je sais que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'émotions, hein, des influenceurs qui jouent sur les émotions. Ne tombez pas dans les émotions. Soyez factuel. Regardez les chiffres, rien que les chiffres, et faites-vous votre propre opinion. Si j'ai un conseil à vous donner et que vous connaissez vraiment rien au marché, etc., si vous diversifiez et que soit vous prenez la peine, le temps de vous former, ça peut être long, soit que vous faites accompagner par un bon conseiller en gestion de patrimoine, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et moi, je ne crois pas que la France fera faillite. Alors, ça arrivera un jour ou l'autre, c'est déjà arrivé, mais il faut arrêter de penser sans arrêt au scénario extrême. Le scénario extrême, c'est une chance sur 1000 d'un côté, une chance sur 1000 de l'autre, hein. Sinon, dans 99,9% des cas, on est dans du business as usual, avec de temps en temps de la volatilité, de la nervosité, mais on est loin des scénarios extrêmes. Voilà un petit peu. Bah écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée, un bon week-end et j'espère vous retrouver dans une semaine pour un nouveau point de marché. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches et je vous retrouve dans une semaine. Salut tout le monde!